d'être là pour Rencontre Africa. Je vous remercie tous les trois de participer à cette table ronde. On va déjà démarrer par le fait que je vous présente 2 minutes. Donc, il y a Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche de la Mauritanie, Dr Sidi Ould Salem. Après, j'ai avec moi Monsieur Mourad El Majoubi, qui est le directeur de EM Lyon pour l'Afrique, en fait. Et après, j'ai Simon Oayek, qui est le président de Biblos, une entreprise, grande entreprise spécialisée dans la sécurité et surtout la cybersécurité, sur lesquelles on va aller un peu plus loin. Donc, vous trois, vous connaissez tous l'Afrique. Monsieur le ministre, vous y habitez. Hein. Également, Mourad, toi, tu es au Maroc. Simon, tu voyages comme moi beaucoup en Afrique. Moi-même, je m'appelle Anne-Maine Perrin. Je suis la fondatrice et surtout aujourd'hui la dirigeante de Digital Skills Foundation, une entreprise sociale qui permet d'avoir des compétences digitales pour tout le monde et des compétences de base pour faire en sorte que tout le monde puisse avoir une inclusion dans ce monde économique global et digital. Donc, en fait, avant tout ça, je voulais juste faire une petite présentation parce que je pense que c'est important pour nos auditeurs et les gens qui nous écoutent aujourd'hui de comprendre ce contexte d'Afrique qui est quand même notre futur. Hein. Pour l'Europe, c'est vraiment notre futur. Comme disait M. Macron, l'Europe s'en sortira pas du tout si l'Afrique s'en sortira pas. Il s'en sortit pas. Donc là, on a vraiment un problème et vraiment un lien qu'il faut qu'on mette en place. Par contre, il faut comprendre, c'est un continent avec des challenges qui est extraordinaire. Moi, j'adore ce continent de toute façon, mais avec un secteur informel de 70% de son économie, 90% de ses emplois qui sont informels et 50% de son PIB. Donc, pour nous, côté, on va dire, Europe, pas toujours simple à comprendre. Par contre, aussi, avec un continent avec une jeunesse extraordinaire de 60% de continent qui a moins de 24 ans. Donc ça, c'est quand même une opportunité pour ce continent pour rebondir et pour aller de l'avant, parce que nous, on n'a pas cet avantage-là. Et surtout, on estime qu'il y a 30 millions de jeunes qui arriveront chaque année sur le marché du travail, soit 3/4 en fait des jeunes au niveau mondial d'ici 2030. Donc, ça fait quand même beaucoup de monde qui va rentrer sur le marché de l'emploi. Et avec ça, donc du coup, toutes ces problématiques de formation, de l'emploi, hein, parce qu'il faut créer quand même de l'emploi, même si le secteur informel donne beaucoup de ces emplois-là. Et du coup, et ça va arriver à vous, Monsieur le Ministre, l'employabilité des jeunes, comment on va assurer donc cette employabilité. La deuxième chose qui est aujourd'hui un grand sujet aujourd'hui, et ça on l'a vu avec le Covid, c'est le digital. Hein, tout le monde est aujourd'hui passé en digital, l'éducation n'était pas forcément préparée et je pense que les professeurs et les instituteurs ont été remarquables pour s'approprier cet outil qui est vraiment pas simple du tout et que c'est vraiment en demande d'un chef de réflexion et de compétences. Mais surtout, en fait, il y a aussi les compétences numériques au niveau du travail. C'est-à-dire, on se rend compte qu'aujourd'hui, et là je parle pour le continent africain, beaucoup de fonctionnaires, beaucoup de profs, beaucoup de jeunes, beaucoup de gens qui ont le travail, qui n'ont pas des compétences de base numériques et donc qui n'ont pas pu faire ce shift vers ce monde numérique et donc continuer. Donc, c'est vraiment un shift d'apprentissage, de réflexion, comment on va arriver dans peu de temps à une échelle où on puisse former toute cette jeunesse en fait qui nous est chère et qui surtout qui va être quand même notre futur pour tous. Donc aujourd'hui, donc le continent a donc des défis, hein. La connexion, on a la connectivité, on n'a pas forcément les ordinateurs pour tout le monde, il y a l'infrastructure qui manque, il y a pas mal de choses et en même temps beaucoup d'opportunités pour l'Europe, mais également pour l'Afrique, pour travailler ensemble et pour vraiment créer un partenariat avec des transferts de savoir-faire. Et je pense, Simon, là-dessus, tu pourrais travailler un petit peu, expliquer un peu plus là-dessus comment tu travailles, parce que ce transfert de savoir-faire est absolument primordial pour ce continent pour être en autonomie. Hein, puisque l'Afrique est parfaitement capable d'être autonome, on n'a pas besoin d'être là en aide, mais en autonomie, en partenaire. Et donc, Monsieur le Ministre, je veux vous parler, déjà, je suis ravie de vous avoir parmi nous, mais pour ce qui concerne la Mauritanie, on travaille sur un autre sujet actuellement et c'est le plan, on va dire, d'ICT dans l'éducation, qui est forcément un grand sujet pour vous.
et sur laquelle vous êtes à faire un grand plan. Vous avez également en Mauritanie organisé pas mal de choses autour du digital dans l'éducation déjà, et vous êtes en train de travailler sur l'infrastructure entre les différentes universités. Donc, il y a des différentes questions qui arrivent là-dessus. C'est quelle est votre vision aujourd'hui pour le pays, mais même au niveau plus large, peut-être au niveau de l'Afrique, par rapport à cette digitalisation, cette formation et cette employabilité au sein de vos jeunes, et quelles sont aujourd'hui les compétences que vous arrivez à mettre dans cette logique aussi pour être en lien avec l'industrie de la Mauritanie et les emplois en Mauritanie. Bon, la question est très vaste et très profonde. Les problématiques et les défis de l'Afrique sont connus, sont lourds. Il y a des avantages, il y a des inconvénients. Je pense que la première des choses, c'est avoir une vision, avoir une méthodologie, avoir une expertise en ingénierie de l'éducation. Et tout ça, c'est un vaste programme, comme dirait le général. Tant les défis infrastructures, les défis, comme je l'ai dit tantôt, d'ingénierie de l'éducation, l'adéquation formation-emploi, la référence métier, tous ces éléments sont conceptuels, tous ces éléments d'organisation sont absents dans notre système. Donc, je pense que, mais on a aussi des avantages qu'on peut gagner, des challenges qu'on peut relever si on s'y met correctement. Alors, rapidement dit, vous vous intéressez apparemment à la digitalisation. C'est vrai, la digitalisation, c'est l'avenir du monde et c'est une chance pour l'Afrique et pour les pays se développer, puisqu'on va faire des raccourcis dans notre trajectoire de développement. Nous ne sommes pas obligés de monter une industrie automobile ou une industrie nucléaire ou une industrie lourde pour se développer. Je pense que le digital, le numérique, nous offre la chance de pouvoir avoir des compétences, des skills de ce siècle, de travailler sur la simulation numérique, sur les blockchain, sur les big data science, c'est l'analyse, qui ne demande pas de gros investissements en termes d'équipements lourds. Mais il demande quand même aussi des prérequis. En termes d'infrastructure, il faut être dans un pays suffisamment bien connecté, avec une bonne bande passante. Je prends le cas de la Mauritanie. Jusqu'à aujourd'hui, on a un seul câble sous-marin. On a une capacité, ça pose un problème de notre sécurité numérique. On est un pays qui a un littoral de 700 km, kilomètres de littoral, très riche en pêche. Donc, il y a une forte activité industrielle de pêche, ce qui expose notre câble à des accidents. Et on a eu 3 accidents depuis 2012. Et pendant ces accidents, on est quasiment coupé du monde. C'est le plan Internet, c'est le plan numérique. Donc, mon premier défi, quand j'ai eu le portefeuille, puisque je suis le ministère des Technologies, de l'Information et de la Communication, c'est de sécuriser le pays en termes de connectivité internationale. Et donc là, on travaille sur déjà 2 câbles, voire 3. Il y a le câble ELA-Link, c'est le câble ELA-Link est un câble qui relie Portugal, Lisbonne à la Guyane et au Brésil. Et donc, ça nous relie au continent sud-américain, mais avec capacité. Le deuxième câble, c'est le câble Tout Africa, qui est le câble de Facebook, c'est lequel nous travaillons avec Orange. J'espère que l'un de ces câbles va atterrir rapidement sur Ouadhibou, sur Nouakchott. Le câble Ouest Africa de Maroc Telecom, qui va sur Abidjan, a été autorisé aussi à atterrir à Ouadhibou. Et on a une connectivité terrestre sur le Maroc, ce qui nous donne une connectivité. Bon. Alors, amener cette capacité à Mauritanie, après, il faut la distribuer. La distribuer sur le plan national. Donc, il faut avoir une dorsale de fibre optique, ce qu'on appelle un backbone national. On a déjà commencé. Là, on inaugure la semaine prochaine les premiers 1650 km de fibre optique qui ont relié un peu les grandes villes de la Mauritanie, qui est un vaste pays. Mais il nous reste quand même 4000 km de fibre optique si on veut que tous les coins de Mauritanie soient reliés. Puisque quand on dit digitalisation, il faut amener la qualité du signal, mais infrastructure. Donc, il y a un challenge à relever. Mais je pense qu'on va les relever puisqu'il y a les partenaires techniques, évidemment, la Banque mondiale, l'Union européenne, la BI, qui financent beaucoup ce genre de projet. On est très en avance. Et en termes de formation, là, on va inaugurer nos puissants. On passe dans les 3 mois à 6 mois, on passe à la 4G, donc c'est un saut technologique qui permettra d'améliorer les signaux et la qualité. Alors, je termine la phase infrastructure. Allez-y, continuez. Alors, c'est le plan des infrastructures. Donc, voilà, on met en place ces infrastructures sur lesquelles on était très en retard en termes de connectivité, mais très en retard en termes de la 4G. On a été le premier pays de la sous-région par rapport au Sénégal, Mali, 3G.
Mais on a été trop en retard pour dire la 4G. Pensez quoi. Alors, après ça, il faut les plateformes. Il faut les plateformes, e-éducation, e-commerce, e-santé, e-education, l'agitation de l'administration, e-government, des choses comme ça. Alors, quand on dit plateforme, il faut une plateforme de monitoring, mais il faut aussi des compétences d'utilisation, compétences pour les techniciens qui alimentent cette plateforme, qui la gèrent, mais aussi des compétences numériques des utilisateurs. Il faut quand même aussi leur permettre d'être s'assurer qu'ils ont l'abordabilité de l'Internet, donc ils ont la connectivité, chez eux ils sont connectés, qu'ils ont le Wi-Fi, ils ont accès, et ils ont l'accessibilité et l'abordabilité. C'est-à-dire qu'il faudrait que les coûts des laptops, le coût des iPads, des smartphones soient à la hauteur de la bourse des citoyens. Donc, c'est tout un écosystème qu'il faut bâtir pour construire. On travaille tout ça. Sur le plan, au niveau de l'enseignement et de l'éducation, on travaille beaucoup sur ça. Actuellement, l'Université de Nouakchott est connectée directement à Tenerife. Et on est connecté au réseau géant européen. Donc, on a accès à toutes les bibliothèques, à tous les centres de recherche par ce lien de connectivité. Et nous avons 1 gigabyte sur le campus de Nouakchott. 1 gigabyte. Alors qu'il y a 2 ans, on travaillait avec 50 mégabytes d'internet. Donc, c'est énorme. Mais ce n'est pas suffisant. Et tout le monde n'habite pas sur le campus. Il faudrait que je s'assure que mes étudiants ont tous la possibilité d'avoir un laptop, d'avoir un iPad, d'avoir un smartphone. Sinon, voilà. Donc, cette inclusion dont vous avez parlé, c'est une préoccupation des autorités. Et nous faisons des doléances et nous faisons intégrer nos propres moyens pour compenser ce déficit. Là, je bénéficie d'un soutien, d'une aide de 1000 iPads offerts par l'ALESCO. L'ALESCO, c'est l'UNESCO du monde arabe qui est basé à Tunisie. Ils nous ont offert 1000 iPads qui seront distribués pour les étudiants de 2e année de quelques systèmes de ressources supérieures. Mais après, il faut que je travaille avec les opérateurs. Heureusement, ils dépendent de nous pour faire l'accessibilité quasi gratuite ou quand même pas trop chère pour les plateformes d'éducation. Parce que tant que les étudiants n'ont pas accès à l'Internet, accès en termes de terminaux, vous avez beau enseigner comment on peut faire de l'éducation. Parce que les gens n'ont pas Internet à la maison, s'ils ont Internet à la maison, ils peuvent se connecter, mais ils n'ont pas les moyens de terminer la connexion. Voilà, ça c'est le problème structurel. Sur le plan aussi de la méthodologie, il faut savoir que l'enseignement en ligne exige de nouvelles méthodologies, exige une nouvelle pédagogie numérique. Donc on a besoin de transformer aussi les compétences de nos professeurs, de nos enseignants. Et ça, il faut dire qu'il y a de la résistance. Nous avons commencé à faire de la formation avec l'IFIC, qui est l'Institut de formation des continus des métiers du numérique, qui est basé à Tunisie, qui est un institut relié à l'OEF, l'Organisation internationale de la francophonie, qui est un très bon institut, qui fait des stages et des formations sur 1 mois, 2 mois, pour comment préparer un MOOC, comment préparer un cours en ligne, comment préparer... Voilà. Donc, il y a une transformation digitale en termes qualitatifs et méthodologiques qui est nécessaire. Alors, je conclue. Nous avons un plan d'alphabétisation numérique et nous avons fait une formation pour 50 de points focaux qui ont été formés en ligne à partir de l'Université virtuelle de Tunisie sur les certificats CEDESI. Je ne sais pas si vous connaissez les certificats CEDESI en France, c'est le certificat Internet informatique. Ce sont les connaissances basiques. Donc, on les a formés, ces points focaux. Ces points focaux, on les charge de former eux-mêmes leur département, d'être le point focal de département pour former tout le monde, tous les employés des ministères, chaque département, à l'Internet, à ce que tout le monde sache comment utiliser. Mais après, on va le faire pour les étudiants. Et les étudiants peuvent diffuser cette culture. Et on espère ouvrir des salles d'accès Internet avec les mairies pour un peu diffuser cette culture d'utilisation et renforcer les capacités des citoyens à pouvoir utiliser Internet. Quand bien même vous digitalisez l'administration, si les citoyens ne savent pas comment exploiter, avec un taux d'analphabétisation assez élevé, voilà, l'efficacité et l'efficience du système reste. Donc, c'est toute une stratégie qui doit se mettre en place. Et c'est des mesures, c'est des décisions, c'est du matériel, c'est de la formation et c'est de l'appropriation aussi de tous les citoyens de la nécessité qu'on est en train de réduire les coûts. C'est vrai qu'il y a un premier investissement pour se transformer justement, mais après on rentre dans une économie de la connaissance et une économie verte. Ah oui, non, ça c'est clair. Puisque on aura 0 kilomètre de déplacement, 0 papier d'imprimerie peut-être, et 0 carbone émis, donc voilà, donc la totale quoi, mais bon, ça c'est un vaste programme.
Ça va venir en tout cas. Merci beaucoup. Mourad, toi déjà tu as travaillé en Mauritanie, il me semble, que tu as eu un projet en Mauritanie, donc au moins tu peux avoir un lien là. Pour toi, plutôt une question on va dire que le futur de l'Europe est lié à l'Afrique. Nous, on a deux défis, je pense, également en Europe. C'est ce lien culturel qu'on dit qu'il est pareil, mais en fait, on n'a pas forcément les mêmes référentiels. Donc, il y a une attente différente en Afrique par rapport au leadership, par rapport à la formation, par rapport à la façon d'enseigner. Qu'on ne met pas forcément en place en Europe, hein, parce qu'on fonctionne différemment et qui n'est pas forcément mauvais, parce que moi j'adore ce côté de l'autre côté, on va dire, donc cette côté-là, la différence culturelle et comment tu impliques ça donc dans sa globalité de la formation pour préparer, on va dire, cette jeunesse à l'emploi et au développement surtout du continent. Alors, effectivement, nous sommes Memlion basé en Afrique avec un campus à Casablanca et depuis 5 ans, nous avons une mission, c'est d'accompagner le leadership africain, le leadership de demain pour ce continent à travers notre présence non seulement ici au Maroc, mais plus largement dans un certain nombre de pays. En Afrique, on parle souvent du continent africain, mais oui. C'est surtout 54 pays, donc différentes cultures, différentes langues, différentes économies, différentes histoires. On connaît effectivement le lien très fort entre la France et plus globalement l'Europe avec l'Afrique, mais il faut savoir qu'il y a des collaborations sud-sud au niveau de l'Afrique avec l'Inde, l'Asie, la Chine. On a également une ouverture vers l'Atlantique avec également les États-Unis et l'Amérique latine. Donc, l'Afrique a un positionnement central et une ouverture internationale, ce qui fait qu'aujourd'hui, lorsqu'on veut accompagner effectivement à travers les différents chiffres qui ont été cités, on parlait de cette jeune population africaine, eh bien, on a plusieurs orientations, on a plusieurs possibilités d'accompagner ces jeunes. Nous, en tant qu'école de commerce, notre objectif, c'est aussi d'apporter notre signature. Lyon Business School, on est une école qui va fêter ses 150 ans en 2022. 150 ans d'histoire, d'accompagnement sur le transfert de la compétence, des domaines particuliers par rapport à Lyon. On va parler de l'entrepreneuriat, de l'intrapreneuriat, on va parler de le sujet actuel et monsieur le ministre en a beaucoup parlé, la transformation digitale, le management, le développement du leadership. Et pour revenir effectivement à la question du leadership, aujourd'hui, le leadership africain est aussi varié que la richesse africaine. Historiquement, sur le continent européen, on a l'histoire qui veut que le leadership était représenté il y a très longtemps par l'aspect religieux, ensuite le volet militaire, et très récemment, on s'est orienté plutôt sur un leadership politique et maintenant de plus en plus sur un leadership orienté autour de l'économie qui sont représentés par des chefs d'entreprise très charismatiques et qui aujourd'hui servent de modèle aussi à la jeunesse africaine. Donc notre rôle, c'est effectivement d'accompagner cette jeune population à l'employabilité. C'est notre rôle, c'est l'objectif et notre mission première à travers un certain nombre de cursus. Aujourd'hui, depuis notre installation en Afrique, depuis 5 ans maintenant, on a 3 spécialités qui traduisent clairement la vision que nous avons d'accompagner la jeunesse africaine. C'est la signature entrepreneuriale, la signature financière et également la signature marketing, stratégie et transformation digitale. On est toujours dans cette logique de développement et d'accompagnement du continent. Je peux vous donner quelques chiffres qui sont liés aussi à notre école. Aujourd'hui, notre école française, on a dans les effectifs de nos étudiants apprenants 30% d'étudiants africains qui font partie des étudiants étrangers au sein de notre institution. Et là-dedans, Mourad, juste pour interrompre là-dessus, en fait, vous êtes basé à Casa, donc quelque part, votre vision, c'est d'aller plutôt vers l'Afrique au lieu de rester en Europe, on va dire. Tout à fait, oui.
notre positionnement naturel a voulu que historiquement, nous démarrions notre installation à Casablanca, mais notre objectif, et à travers aussi toute notre démarche d'accompagnement de certains États, de certains pays, dans l'accompagnement, on a signé très récemment un accompagnement sur l'entrepreneuriat et la transmission du savoir et des compétences à un pays africain. Donc, c'est un partenariat qui va être communiqué très prochainement. Et donc, à travers ces partenariats assez importants, eh bien, nous nous déployons principalement sur l'Afrique de l'Ouest. L'histoire veut qu'effectivement, dans une démarche de développement, c'est une démarche, on va dire, la plus naturelle, mais on est présent aussi en Afrique anglophone. De là, nous avons effectivement la capacité d'accompagner des étudiants à intégrer l'enseignement supérieur lorsqu'on sait que le taux d'accessibilité en Afrique à l'enseignement supérieur est aujourd'hui de 7%. Donc notre rôle, c'est aussi d'accompagner à travers différentes actions, avec des partenariats aussi, comme je disais tout à l'heure, avec des États, avec des organismes, avec d'autres universités, la possibilité d'accompagner ces jeunes. Par rapport à ces jeunes aujourd'hui qui vont sur un aspect aussi de formation, parce qu'aujourd'hui, un certain nombre d'écoles proposent des cursus, et Monsieur le ministre en a parlé, c'est par le voie de la digitalisation. C'est vrai que pour développer des marchés et se positionner sur de nouveaux territoires, eh bien, l'approche physique est déterminante, mais aujourd'hui, on a le digital qui nous permet de transmettre de l'information, de transmettre de la connaissance. Aujourd'hui, lorsqu'on regarde au niveau mondial, si vous reprenez tout le périmètre MOOC, donc tout ce qui est transmission de la connaissance à travers des plateformes, eh bien, 30% on va dire des étudiants connectés au MOOC sont des Africains. Donc, ce qui montre aussi cette richesse africaine dans cette volonté de pouvoir aller sur ces plateformes pour s'enrichir, pour monter en puissance. Et je peux également, alors sans pour autant être focus sur la jeunesse africaine, parce qu'on en a beaucoup parlé, mais il y a un volet aussi accompagnement des cadres, managers, dirigeants, et c'est notre rôle aussi au sein de Lyon d'accompagner le monde de l'entreprise à travers de la formation continue, parce qu'aujourd'hui, il y a un fort besoin d'aligner les besoins du marché par rapport aux différentes industries, par rapport aux spécialités aussi. On sait que les deux richesses principales de l'Afrique, et lorsqu'on parle que l'Afrique est potentiellement le continent de demain, c'est lié à deux éléments qui sont la richesse naturelle, donc pour lequel un certain nombre de pays et toute l'économie africaine ont pu bénéficier, mais également cette richesse humaine. Donc par rapport à ça, nous devons aussi d'accompagner les jeunes, les cadres, les managers africains pour être les leaders du continent africain. Beaucoup ont fait le choix, à mon image, d'avoir grandi à l'étranger, d'avoir étudié à l'étranger et revenir sur le continent pour accompagner le développement de notre pays et de notre continent. Et aujourd'hui, c'est une des richesses et c'est comme ça que je traduirais la caractéristique du leadership africain. D'accord. Et toi, tu vois surtout où, on va dire, dans ce leadership qui est quand même très divers sur le continent africain, hein, du nord au sud, de l'est à l'ouest, c'est rien à voir. Effectivement, on dit continent africain, mais avec tous ces pays divers et variés, c'est très différent. Ce côté intégration dans l'éducation supérieure, que toi tu dis qu'aujourd'hui est 7%, tu vois ça de partout ou c'est plutôt dans une certaine partie, on va dire, de l'Afrique? Alors, naturellement, on parlait tout à l'heure de la relation entre l'Europe et l'Afrique. Naturellement, l'Afrique du Nord est très proche de l'Europe. Et donc, on a un certain nombre de mécanismes, que ce soit au niveau de l'éducation, que ce soit au niveau gouvernementaux, qui sont liés à cette Europe. Et du coup, sur certains aspects, en termes de leadership, le leadership Nord-Afrique est différent du leadership Afrique de l'Ouest, Afrique du Sud, qui est aussi incontestablement aussi un leadership sur le continent. L'Afrique de l'Est aujourd'hui qui aussi va jouer sur cette collaboration Sud-Sud. J'aurais tendance à dire, et le pari que l'on doit avoir, c'est accompagner ce leadership économique
et avoir des personnalités. D'ailleurs, aujourd'hui, vous avez des personnalités emblématiques qui sont présents sur des classements du type Doing Business. Vous avez effectivement le président rwandais avec tout son travail actuel au niveau de son pays qui crée un nouveau type de leadership. Mais j'aurais tendance à dire que chaque région, chaque pays, et on le voit aussi, les différents exemples qui ont été cités par Monsieur le ministre montrent aussi que chaque pays a sa carte à jouer et c'est les actions de ces différents pays, le partenariat qu'on peut avoir entre les différents pays qui développera ce futur leadership africain. D'accord, ok. Monsieur le ministre, juste Simon, je viens après chez toi. Mais Monsieur le ministre, par rapport à l'intégration, parce que cette année, il me semble que vous avez un taux de réussite au bac qui est plus qu'avant, qui est même assez impressionnante, surtout que c'est des enfants qui ont passé le bac en présentiel et tout ça, et donc avec un nombre supérieur à ce que vous aviez avant. Comment vous intégrez ça? Comment vous gérez ça par rapport aux formations? Et est-ce que ces formations sont plutôt en lien pour vous avec effectivement l'économie, l'industrie, etc. Et est-ce que vous travaillez avec l'industrie là-dessus? Madame Perrin, je n'ai pas entendu la question. Il y a une interruption de réseau. Vous pouvez recommencer votre question, s'il vous plaît? Bien sûr. En fait, ce que je disais, vous avez eu une réussite au bac cette année qui est assez impressionnante et qui est d'ailleurs qui est plutôt bien parce que vous avez fait ça d'une façon classique. Donc, les gamins ont passé leur bac d'une façon normale. Par contre, avec donc du coup plus de gamins qui ont réussi, comment vous faites l'intégration dans votre système parce que vous avez quand même beaucoup de gamins en plus à intégrer. Comment vous gérez cette challenge? Est-ce qu'il y a la digitalisation là-dedans? Et est-ce que vous faites un lien avec l'industrie, les formations à l'industrie, ou est-ce que ces gamins, il y a des gamins aussi qui vont partir, par exemple, dans le système, ce qu'on appelle nous professionnalisant ou alternant, dans cette zone-là? Là, vous touchez une question qui fâche. Ah, oh mince! Je le couperai s'il faut. Oui, puisque il y a des choses que tout le monde ne connaît pas. Mais c'est des choses qui ne sont pas agréables à dire, mais il faut les dire de temps en temps. Il y a un problème de gouvernance de l'éducation. Vous savez, en Mauritanie, actuellement, on a une dispersion du système éducatif. On a un ministère de l'éducation, on a un ministère de l'enseignement supérieur. Ça peut arriver, mais il faut qu'il y ait de la coordination. Quand il n'y a pas de cette coordination, quand il n'y a pas respect des normes et des principes, on peut s'intéresser à des indicateurs mais qui ne sont pas pertinents, qui ne sont pas les plus déterminants. Mm-hmm. Je donne un exemple. Cette année, il y a eu 49 000 candidats. 49 600 candidats. C'est bien, vu de loin. Mais dont l'âge est compris entre 13 ans et 60 ans. Il y a un problème. Il y a un problème. Et sur les 13 ans, 3 ont eu le bac. 14 ans, 4 ont eu le bac. 15 ans, 11. 16 ans, 90. Je ne pense pas que le système de l'enseignement supérieur de la Mauritanie ou ailleurs est habilité à recevoir des étudiants qui ont 13 ans. Non. Et ça pose des problèmes de gouvernance au niveau de l'éducation. Ouais, donc, pour moi, le bac, son organisation, toute son organisation me pose un vrai problème. Si je l'ai dit, il faut revoir ça. Il faut voir l'ancrage institutionnel de l'organisation du bac, les textes qui organisent le bac, l'opérationnalisation du bac, parce que ce n'est pas un objectif en soi d'avoir un taux de réussite au baccalauréat élevé s'il ne respecte pas la gestion des flux et la qualité et la norme. Dépasser cette question, bon, c'est une question qui fâche. Oui, qui fâche puisque quand vous avez 1000 étudiants qui ont plus de 25 ans, ils veulent nécessairement être inscrits en faculté de médecine, ils ont plus de 25 ans, ça pose un problème. On fait le bac à 18 ans. Si on le rate 4 fois, on a 22 ans. Mais plus de 25 ans, non. Pour moi, on n'est plus dans les normes voilà, on n'est plus dans les normes. Voilà, donc vous direz, ça c'est un esprit jacobien, type français, oui, bon, ils diront l'enseignement supérieur, c'est lié par un francophone ou un francophile, donc ça c'est autre chose. Oui, c'est vrai, c'est pas d'ailleurs faux de le dire, mais c'est les normes. D'accord. Bon. Anyway, oui, on a pu gérer ça. 1200 sont partis dans l'établissement d'enseignement supérieur islamique, puisque c'est souvent des gens qui ont fait les mahadras, les écoles qui souffrent un peu de ce retard d'âge. Et une partie, les plus de 25 ans aussi, ont été envoyés à la formation professionnelle. Bon, hein, donc on a trouvé
un compromis pour diminuer un peu la pression sur l'enseignement supérieur. Bon, qui a une planification, qui a une prévision. On a une capacité de 6 000, 7 000 bacheliers, mais pas 11 000. Bon, voilà. Donc, parce que là, je ne suis pas contre la massification dans l'enseignement supérieur et le taux brut de scolarisation dans l'enseignement supérieur dans les pays ouest-africains est très faible, malheureusement. On est dans une moyenne de 11%, excepté le Maroc, la Tunisie, l'Algérie, qui ont des taux aux alentours de 30% et plus. D'accord. Et que c'est choquant d'avoir une population où vous n'avez que 11% qui sont dans l'enseignement supérieur. Alors, où sont les autres 90%? Ils sont dans la rue, ils sont dans les champs, peu importe. C'est-à-dire, il y a un problème de formation. Mais l'enseignement supérieur n'est pas une finalité par rapport à notre niveau d'économie. On a la formation professionnelle qu'il faut développer. Il faut développer des emplois qualifiés. Et ça a été aussi une réussite aux Marocains en Algérie. Ils ont des emplois qualifiés, ils ont une formalisation de la formation professionnelle et technique, ce qui n'est pas le cas en Mauritanie. La formation professionnelle rime avec échec. C'est seulement quand on échoue, on va là-bas, mais ça, c'est pas grave. On peut avoir des raisons d'échouer, des raisons physiques, des raisons de santé, des raisons sociales, des raisons qui. Mais quand bien même, on revient à la formation professionnelle, il serait bien de trouver un enseignement formalisé, avec des diplômes, avec des qualifications, avec un marché qui est prêt à vous attendre. Donc, il y a toute cette ingénierie qui manque malheureusement. Donc, on se retrouve cette année dans notre plateforme à orienter 9 000 étudiants, avec bien sûr des problèmes de qualité, mais ça c'est autre chose. La chose la plus qu'on a réussi ici en Mauritanie depuis 2015, c'est l'ouverture des classes préparatoires aux grandes écoles. Et ça a été une véritable innovation qu'on a créée en collaboration avec le Maroc, la Tunisie, la France. Quand j'ai créé les classes prépa, où je sélectionne les gens du bac C avec une moyenne de 12, l'année dernière, cette année 2020, j'ai 8 lauréats à l'École polytechnique de Paris. L'année dernière, 11 admis, on était le premier pays classé. Voilà, il y a une révolution en Mauritanie. Beaucoup de gens n'en parlent pas. Donc actuellement, j'ai plus d'une vingtaine d'étudiants à l'École polytechnique de Paris, dont une fille admise à partir de Nouakchott, des classes prépa de Nouakchott. Donc ma classe étoile réussit à 100%, le concours national tunisien, qui n'est délocalisé qu'à Paris et à Nouakchott. Centrale Casa, tous mes étudiants réussissent. Après, il faut choisir souvent des autres banques de concours. Ben Grir, Polytechnique Mohamed VI, où j'ai des étudiants là-bas. On réussit le concours de CAPESA, Minepon, CCP. Donc, c'est vrai que les classes prépa ont réussi. Autour des classes prépa, il y a le cycle ingénieur qui marche très bien aussi et les instituts autour. Donc, tout ce qui est formation STEM, sciences, technologie, ingénierie, mathématiques, on a pu asseoir un bon écosystème. Alors, on avait un défi de professeurs. J'ai actuellement 14 professeurs agrégés tunisiens. J'ai créé le corps de professeurs agrégés qui n'existe pas. Je suis en train de former des professeurs agrégés au Maroc, en Tunisie. J'ai 20 places au Maroc et 10 places en Tunisie. Il y a déjà 9 professeurs agrégés mauritaniens qui sont déjà sortis. Il faut continuer cette machine pour avoir, disons, les ressources. L'université est beaucoup plus compliquée, mais on a mis de l'ordre. On a mis de l'ordre dans l'université. Et donc là, on est vraiment dans une idée de transfert du savoir-faire, en fait, ce que vous êtes en train de faire. Ah oui, il y a un transfert de faire, mais il y a une collaboration, il y a un arrimage aux normes, il y a un tableau de bord, il y a des indicateurs, il y a des statistiques qui sortent chaque année. On a une évaluation du coût unitaire d'étudiants par établissement. Et il faut manager l'université comme on manage, je ne dirais pas une entreprise, mais presque. Il y a des coûts à contrôler, il y a des qualités, il y a des indicateurs, il y a l'assurance qualité. On a créé l'autorité mauritanienne pour la qualité. On vient de créer l'Agence nationale pour la recherche scientifique et l'innovation, qui est dotée d'un fonds d'1 million d'euros, 385 millions d'oubliés à peu près. Donc, il y a des transformations. Mais ça n'a pas été facile. Ça a été un combat permanent, ça a été une bagarre avec les professeurs, avec l'administration, avec les étudiants, avec les syndicats d'étudiants. Mais on a imposé. C'est, je pense, le secret de ma longévité dans le ministère. Je suis là depuis 2014. J'ai fait passer 3 ministres marocains. Rachid Belmokhtar, Sid Daoudi, Hassan, actuellement Abzazi, Tunisien, j'en ai fait passer, alhamdoulilah, 3 ou 4, Sénégalais 2 ou 3. Donc, je suis un peu le doyen dans la sous-région. Mais on était un pays qui était très en retard sur le plan des normes, du respect des normes. Et on a toujours ce problème. On ne va pas le compenser en 5 ans, 6 ans, mais il faut mettre le système éducatif sur les rails. Mais tous les sous-secteurs, on ne peut pas réussir l'enseignement supérieur si on ne réussit pas à mettre aux normes le secondaire et le primaire. C'est lié, c'est des vases communicants. Voilà. Donc, la digitalisation, il y a des préalables, on y travaille, mais je ne pense pas qu'on est encore prêt à en profiter. Pour les raisons de
de disponibilité d'Internet, disponibilité des terminaux pour les étudiants, ou de l'infrastructure. Il faut être honnête, je veux dire. Les pays du Golfe ont pu réussir avec le confinement, ils ont pu. Nous, ça a dévoilé notre faiblesse. Mais on est en train de compenser ça. Donc, on a réussi à connecter le campus. On va connecter tous les établissements supérieurs. Il y a un programme qui est lancé dans le programme du président de la République. On va le connecter. Il faut avoir des plateformes. Mais il faut aussi la formation pour les nouveaux métiers. Et il faut que les professeurs s'engagent à faire des cours. Et il faut qu'on travaille sur l'université virtuelle mauritanienne. Le Sénégal a une université virtuelle. Le Soudan a une très belle université virtuelle. La Tunisie, il faut qu'on le fasse. Mais tout ça doit avancer avec aussi la formation et avec l'accessibilité. Il faut qu'on réduise les coûts. Les coûts de tarification douanière, c'est les smartphones, c'est les iPads, c'est le matériel informatique. Mais ça, c'est un autre combat avec le ministère des Finances. Mais je veux dire, oui, voilà. Je le connais de d'autres pays, oui, je vois bien ce que ça veut dire. Je vais passer sur un sujet, parce que là, on parle donc transformation digitale, ce qui vient aussi avec ça, donc tout ce qui est transfert du savoir-faire, mais aussi également la sécurité. Connecté, c'est de la 3G, c'est bon. Et là, donc la sécurité, Simon, je vais parler plutôt avec toi du coup sur ce sujet-là. On a aujourd'hui, cette année, en fait, dans le monde d'ailleurs, une augmentation de 700% de hacking et de phishing. Donc, pour donner une idée, pendant cette Covid, on a des gens qui n'ont pas travaillé, il y a des gens qui ont travaillé énormément du coup pour développer cette partie-là un peu plus. Merci. Le gouvernement ou même la population entière n'est pas forcément là-dedans et qui ne connaissent pas tout. Et ça devient un vrai sujet aujourd'hui qui est en lien avec la digitale, c'est la sécurité digitale, quelque part, hein, ou de cybersécurité, comme on dit, avec des formations et des choses comme ça qui viennent avec. Je sais que toi, tu travailles beaucoup en Afrique et tu es beaucoup dans le transfert du savoir-faire. Donc, est-ce que tu peux nous donner un peu ta vision et ce que tu en penses? Eh bien, Monsieur le ministre, bonjour, rebonjour. On a discuté avant. Écoutez, je vais parler peu de ce qu'on fait pour aller parler un peu plus de ce transfert de savoir-faire et de l'Afrique. C'est un peu le sujet. Alors, moi, mon métier depuis toujours, c'est protéger des sites. Mes sites clients, c'est-à-dire réfléchir, concevoir, déployer un dispositif pour sécuriser un site avec ses particularités, que ce soit des enjeux économiques ou autres. Mais en tout cas, j'ai toujours vu la sécurité comme un contributeur à l'économie, à la performance de n'importe quel site. C'est-à-dire, un site sécurisé est un site plus rentable parce qu'une information sécurisée contribue aussi à l'économie. On s'est vu déjà en Europe, bien sûr, avec le changement de risque, la mutation de la menace. On protégeait des sites physiques et les sites sont devenus virtuels. Il a fallu développer des moyens pour lutter contre cette menace virtuelle, qu'elle peut être très dangereuse aussi. Et puis, au fur et à mesure, les sites sont devenus aussi nomades. On ne travaille pas forcément dans notre bureau avec principalement l'arrivée du digital, ou autrement dit numérique. Alors, il a fallu développer des compétences à la fois pour sécuriser un site où on maîtrise son périmètre, un site virtuel, développer la capacité de faire de la cyberprotection et cette partie nomade quelque part des nouveaux sites ou de nouveaux méthodes de travail qu'on a vu récemment exploser avec le télétravail, mais on l'a déjà vu quand on se déplace avec notre ordinateur, on travaille de chez soi ou en déplacement. Alors voilà, ce sont nos préoccupations au quotidien, c'est là nos R&D travaillent, nos équipes travaillent, notre veille travaille pour essayer de trouver une solution. Bon, ça, c'est ce qu'on fait. Alors pour l'Afrique, pour moi, c'est aussi, comme nous tous, c'est une histoire, c'est-à-dire il fallait avoir une approche plutôt philosophique qui était le transfert de savoir-faire, c'est-à-dire on ne va pas en Afrique, nous, pour faire une mission à la place. On va pour accompagner nos partenaires locaux. Et quand je parle de transfert, c'est un transfert dans les deux sens. C'est-à-dire, c'est un transfert avec les experts
que nous envoyons en Afrique pour travailler sur un sujet particulier. Je dirais n'importe quoi. Je suis le patron de sécurité d'un site où on travaille aussi dans la partie défense ou sécurité intérieure. Je vais travailler avec un expert français qui a les mêmes compétences, mais finalement, on a compris qu'il ne va pas transférer une méthode. Ils vont ensemble mélanger quelque part leurs compétences parce qu'il faut concevoir une méthode beaucoup plus adaptée aux menaces sur place, mais aussi à une culture locale, à une particularité d'un site, etc. Alors, ce que je dis à mes intervenants, mes experts, à chaque fois on fait une mission en Afrique, je pense on revient avec beaucoup plus de compétences de ce qu'on a laissé sur place. D'accord. Et moi, je pense, enfin, voilà, nous, on est dans une démarche aujourd'hui aussi de déployer certaines compétences qu'on sait qu'il y a par histoire plus d'avance, on va dire, en Europe, si on parle de la sûreté portière ou aéroportière, où il y a certaines normes, il y a certaines évolutions très rapides qui nécessitent de travailler sur ces sujets. Il reste quand même une approche de formation. Moi, je ne rejoins pas la partie, je veux dire, formation-études. C'est une formation continue, comme ça a été évoqué plusieurs fois. On travaille sur des métiers en évolution, on travaille sur la coproduction, quelque part, d'une sécurité avec une approche toujours économique. C'est-à-dire, je protège mes infrastructures, je protège mes données, je protège mes structures économiques, mais pas que, y compris la pédagogie. Ce que je voulais dire dans tout ça, avec l'évolution de l'utilisation du numérique, c'est impératif que l'insécurité évolue, voire toujours avoir de l'avance. Pourquoi? Parce que nous, on a besoin de déployer des moyens dans un cadre qui est normatif, réglementaire, déontologique, dont l'insécurité ou les attaquants peuvent utiliser tous les moyens un peu sans limite, avec malheureusement une information très ouverte aussi. Quand on parle de la formation numérique, MOOC, etc., on découvre dans le dark web quand même, il y a des formations qui vont permettre de basculer d'un expert jusqu'à de faire du hacking. On découvre ça au quotidien et malheureusement, la menace, il ne faut pas la négliger sur le fait que nous ne la connaissons pas et on pense comme si ça n'existe pas ou ça arrive qu'aux autres. Oui, d'accord. OK. Bon, je te remercie pour ça. Ça fait en fait tous un peu un lien, de toute façon, entre la formation du leadership qui est culturellement, qui est un peu différente parce qu'effectivement, on a quand même beaucoup de pays, une vision d'un pays quelque part comme la Mauritanie où on est tout en train de mettre en place au niveau digital, mais qui a en fait besoin de garder en tête aussi cette besoin de sécurité et de ce menace quelque part, parce que je pense que le menace, il n'est pas que en Afrique, hein, il est mondial de toute façon aujourd'hui, et qui a un vrai impact au niveau économique surtout. Et comme vous dites, Monsieur le Ministre, le fait que le câble soit coupé 3 fois, on se rend compte qu'on est aujourd'hui un peu dans le noir à chaque fois qu'on a Internet coupé. Donc, ces choses-là sont quand même pas simples. L'importance d'un roadmap que vous êtes en train de mettre en place avec une connectivité. Mourad, surtout, je pense que c'est important de garder en tête, effectivement, comme tu dis, cette diversité culturelle, mais aussi cette digitalisation qui se met de partout. Hein, parce que, par exemple, le Rwanda, c'est un pays qui commence à être au niveau digital bien équipé, comme d'autres pays, d'ailleurs, en Afrique, pour faire les formations à distance en termes de leadership et accompagnement entrepreneurial, parce que c'est quand même un continent extrêmement entrepreneur, voire beaucoup plus que ce qu'on est nous, et avec beaucoup d'opportunités d'ailleurs et de partenaires qui sont extraordinaires à découvrir. Et surtout, je pense que je rejoins Simon sur ce point de transfert de savoir-faire, parce qu'il est primordial de toute façon, et cette notion de partenariat, parce que comme il dit très humainement, mais je pense aussi très humble, c'est qu'on apprend beaucoup, nous,
de notre côté aussi, de ce côté africain qui est très riche, d'un côté aussi pour nous. Donc, est-ce que, avant de clôturer cette discussion qui a duré un petit peu plus qu'on avait prévu, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur cette discussion avant que je vous remercie? Alors, moi, je vais juste revenir sur un élément qui est important dans le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui, dans cette crise. C'est qu'effectivement, on a longtemps évoqué le fait que l'Afrique était en retard. Monsieur le ministre a évoqué tout à l'heure le raccourci qu'on pouvait avoir au niveau du continent, ce qu'on appelle le leapfrog grâce au digital. Mais il faut se rendre compte aussi de la difficulté qu'a eu l'économie mondiale par rapport à ce Covid. C'est-à-dire que Covid a aussi montré la faiblesse même de différents pays ou continents qui étaient en avance au niveau économique, etc. Donc cette période a aussi remis un peu les cartes sur la table et on se rend compte que l'Afrique a un vrai potentiel, notamment par rapport à sa richesse humaine, mais aussi dans l'accélération au-delà des aspects infrastructures, etc. On a de plus en plus la possibilité d'être présent, d'accompagner et d'avoir des partenariats importants qui vont œuvrer dans le développement du continent. Oui, d'accord. Merci. Monsieur le ministre, vous avez quelque chose à ajouter? Oui, si je dois conclure cette discussion très enrichissante, c'est dire que le numérique, ce qui nous apporte, c'est que on peut aujourd'hui, avec cette économie de la connaissance qui est en train de se bâtir, être des acteurs et des producteurs de cette économie, des agents déterminants. Mais pour se dire, l'Internet, il faut savoir ce qu'on peut faire avec l'Internet, avec le numérique. Ce qui est important pour l'Afrique, ce qui doit se faire, c'est acquérir les connaissances, c'est acquérir les compétences, c'est avoir de la valeur ajoutée technologique scientifique. Voilà, ce n'est pas passer son temps sur Facebook ou à suivre l'information. Malheureusement, c'est cette culture-là qui est aujourd'hui chez les jeunes. Nous, avec le pôle d'excellence qu'on est en train de créer autour des classes prépa et de l'école polytechnique, on est en train de créer un pôle d'excellence en termes de compétences scientifiques. On a ouvert un centre de calcul intensif, une capacité de 380 teraflops. Il doit être le 5e en Afrique. Mais jusqu'à présent, je n'arrive pas à réunir un groupe de jeunes pour travailler sur les blockchains, sur la data science, sur le cloud computing. C'est de développer de la valeur ajoutée tout en restant en Afrique. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous fallait ce centre, c'est bon, il est là. Malheureusement, le Covid a empêché nos partenaires de l'Université de Nancy d'être là. Monsieur Colin, que je salue par là, il nous a installé, paramétré ce centre de qualité. Nous avons des compétences en recherche opérationnelle, en big data science, qui sont aujourd'hui à Paris, qui sont à Montréal, qui sont dans les plus grandes universités dans ce domaine. Alors, il faut qu'on leur donne un outil, un workshop. Il faut qu'on ait le réseautage, les liens avec d'autres centres de très grand niveau pour travailler. Je veux dire, le marché n'est plus seulement le marché. Quand on forme des ingénieurs, moi, je ne forme plus des ingénieurs pour la Somelec ou pour les sociétés de distribution d'eau d'électricité montagne. On a un marché qui est beaucoup plus grand. Et donc, ce sont ces compétences numériques, compétences de codage, des compétences de production, d'application, de solutions informatiques, qui est une vraie richesse et qui est à la portée des jeunes. Donc, le numérique est une chance. J'espère qu'on va mettre les outils pour les réussir rapidement. D'accord. Merci. Simon? Moi, je dirais que, difficile de clôturer après, mais je dirais que c'est une crise sanitaire, hein, pas économique, mais c'est une crise qui nous a permis aussi à tout le monde de repartir quelque part d'une feuille blanche, et c'est une chance pour l'Afrique pour se mettre au point de départ quelque part de l'économie mondiale. Et si j'ai quelque chose à rajouter, ce que j'ai témoigné, moi, ça concerne mon activité, mais je lutte pour que beaucoup d'entreprises aient cette approche pour n'importe quel métier. Quand on va en Afrique, il faut qu'on va avec cette philosophie de transfert de savoir-faire et des compétences. Il n'y a pas que les jeunes qui veulent faire des études supérieures, il y a aussi des métiers à produire en Afrique sur place, et il faut aussi développer en parallèle ces centres de formation, ces centres d'apprentissage avec
avec ce qu'on fait davantage dans nos entreprises, c'est-à-dire des alternants, des apprentis, et régulièrement, parce que nos métiers évoluent, peu importe lequel. Le mien est très impacté par l'économie ou la nouvelle économie, mais beaucoup d'autres métiers. Il faut impérativement que les sociétés viennent en Afrique, elles viennent avec un centre de formation qui va permettre de recruter des ressources et les rendre qualifiés sur des formations continues. Je pense. Oui, la formation, effectivement, est clé. Je vous remercie, messieurs, tous les trois, en fait, pour la discussion. C'était intéressant. C'était des domaines différents et en même temps enrichissants, je pense, pour tout le monde. Je pense que nos auditeurs ont beaucoup apprécié et j'espère que vous croisez bientôt.